Bonjour à tous, bienvenue encore une fois, merci beaucoup pour vous être déplacés en si grand nombre aujourd'hui pour entendre parler de la situation des droits de l'homme en Guinée. Comme nous disaient nos collègues Steve et Souleymane, ce sont des choses qui nous sont très importantes et on est toujours vraiment encouragés par le fait qu'il y ait tellement d'intérêt de la part des journalistes et de la société civile et de la communauté internationale sur ces questions-là. Nous avons donc effectué une mission du 8 jusqu'à aujourd'hui, du 8 octobre jusqu'au 22 octobre à Conakry. Et la principale observation qu'on a, c'est que la réponse des forces de sécurité dans des affrontements isolés qu'il y a eu à Conakry a contribué à la montée de la violence. Le premier élément, c'est d'abord sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas senties protégées lors de ces affrontements isolés. Il y a même des personnes qui disent que les forces de sécurité ont participé au pillage et aux violences. Le deuxième point, c'est que l'usage excessif et arbitraire de la force que nous avons dénoncé déjà dans le passé continue et a fait plus de la moitié des victimes qui ont été tuées ces derniers jours. Il y a eu 6 personnes qui ont été tuées depuis le 8 octobre. Il y en a 3 où nous avons trouvé des éléments qui montrent que ce sont les forces de sécurité qui sont impliquées. Dans ce contexte, il est extrêmement important du coup d'appeler les acteurs politiques au calme. C'est quelque chose que plusieurs organisations internationales et plusieurs missions ont fait, c'est d'appeler les forces politiques, les partis politiques au calme, mais il est également fondamental d'appeler les forces de sécurité à la retenue. Donc, pour revenir sur ce premier point, il y a eu des scènes de violence à Conakry à partir du 8 octobre. Voilà, c'est quelque chose qui était assez clair dans la ville. Il y a eu des scènes de pillage, que ce soit au niveau de Madina, au niveau de Kass. Il y a eu des scènes de violence, par exemple au niveau de Dixine aussi. Et notamment au niveau de Kass, vous voyez, c'est la photo qui se trouve en haut. Il y a des dizaines de véhicules qui ont été brûlés. Il y a des boutiques aussi qui ont été incendiées. Il y a des boutiques qui ont été pillées au niveau de la Kass. Les personnes qui appartiennent à ces boutiques disent que ce sont des militants politiques, ou des personnes en tout cas qui portaient des t-shirts de partis politiques qui ont commis ces violences. Il y a eu également plusieurs blessés dans ces violences. Il y a eu une personne notamment qui a été tuée à l'arme blanche à ce niveau-là. Mais on trouve également ces pillages quelques rues plus bas et au niveau par exemple du centre commercial Foumi, qui se trouve juste en dessous de la Kass. Il y a également eu des pillages. Vous voyez, c'est ce centre, la photo en bas à droite, montre qu'il y a eu également là aussi des violences, des incendies de boutiques, des incendies de dizaines de véhicules. Il y a des coffres-forts qui ont été ouverts. Donc c'est déjà très important de noter ce contexte de violence entre des militants de partis, chacun renvoyant la balle à l'autre. Mais les premières victimes de ces violences, ce sont les gens, ce sont les commerçants, peu importe le parti politique. Et peut-être ce sont les gens qui sont impactés par ces violences et ces pillages. Des commerçants qui ont tout perdu, dont on a forcé les coffres-forts, dont on a pris des papiers, y compris des papiers d'identité. On a un nombre de témoignages assez important, que ce soit des commerçants de la Kass, que ce soit des commerçants du centre commercial Foumi ou des centres du marché de Madina. Et les gens ont tous donné, qu'importe leur appartenance à un groupe communautaire ou pas, qu'importe leur militantisme politique, tout le monde a critiqué la réaction des forces de sécurité. Beaucoup ont dit, mais voilà, les forces de sécurité étaient à quelques mètres, elles n'ont rien fait. Par exemple, vous voyez la photo en bas à gauche, on ne voit peut-être pas très bien à l'écran, mais c'est une maison qui se trouve au niveau de la Kass. Derrière les volets qui ont été forcés, il y a la route, une énorme route, un gros carrefour. Il y avait 22 personnes dans cette maison. Il y a une foule de personnes qui ont arraché les rideaux en fer, qui sont rentrées dans la maison, qui ont dévasté la maison. Et ce n'était pas seulement des vols, c'était aussi la volonté de nuire. C'était uriner sur les matelas, c'était vraiment une volonté de nuire.
Et une personne qui était dans la maison à l'époque, il y a beaucoup qui se sont réfugiés dans une salle et heureusement on ne s'est pas attaqué à elle directement, mais une des personnes disait, mais juste de l'autre côté des volets, il y avait les forces de sécurité qui n'intervenaient pas. Cette personne-là disait, mais voilà, les forces de sécurité, on les entendait même dire, laissez les gens de la casse affronter les autres, nous on a subi suffisamment de dommages jusqu'à maintenant. Donc il y a cet échec dans la protection des personnes contre la violence qui a été noté par un bon nombre de commerçants et d'habitants de ces quartiers à qui on a pu parler. En plus de cela, les commerçants et les témoins nous ont dit qu'il y avait eu des forces de sécurité, des éléments des forces de sécurité, il ne faut pas faire de généralisation non plus, mais qu'il y avait des éléments de ces forces de sécurité qui avaient eux-mêmes participé au pillage. Donc, notamment au niveau du centre Oumi, des commerçants, mais également des personnes qui sont intervenues sur ce site de la part des services d'urgence, ont vu des policiers mettre des choses qui étaient pliées dans leur pick-up. Là encore, un manque total de déontologie de la part des forces, de certains éléments des forces de police. Et c'est toujours dangereux parce que si les gens ne se sentent pas protégés par les forces de sécurité, il y a ce repli parfois communautaire qu'on peut observer où chacun se renferme dans sa communauté, chacun peut se faire justice soi-même. Il y a eu des appels, par exemple, à faire appel à des gardes privés pour protéger les boutiques. C'est extrêmement préoccupant et c'est très dangereux que les personnes ne se sentent pas protégées par leurs forces de sécurité et encore pire qu'ils puissent être victimes de pillages de la part de certains éléments de ces forces de sécurité. Le deuxième point, c'est que l'usage excessif et arbitraire de la force a fait une part importante du nombre de décès qui se sont déroulés à Conakry et a fait également de nombreux blessés à Conakry la semaine 8 août, c'est-à-dire juste avant les élections évidemment et quelques jours après les élections. Tout le monde, beaucoup d'organismes se sont félicités du calme dans lequel se sont passées les élections. C'est vrai que le jour des élections, il n'y a pas eu d'incidents de violence qui ont été reportés. Toutefois, avant les élections et après les élections, il y a eu ces affrontements isolés, notamment le 8 et le lendemain des élections, le 12 jusqu'au 14, qui ont fait au moins 6 blessés, au moins 6 morts. Amnesty International a pu se rendre dans des cliniques, dans des hôpitaux publics, et on a confirmé ce nombre de au moins 6 personnes qui sont décédées entre le 8 et le 13 octobre. C'est un chiffre qui est quand même important. Et ce qui est d'autant plus préoccupant, c'est que la moitié de ces décès ont été causés par les forces de sécurité de la Guinée. Donc 3 personnes sur ces 6 ont été tués, il y a des éléments qui montrent qu'ils auraient été tués par des forces de sécurité. C'est un chiffre qui est très important, d'autant plus que le rôle des forces de sécurité c'est de protéger, et du coup la réponse qui est apportée à une situation n'est pas censée contribuer à au moins la moitié des personnes décédées. Donc pour vous parler de quelques exemples, il y a un jeune homme de 24 ans qui a été tué au niveau de Matoto d'une balle dans le dos. Il marchait sur... excusez-moi, ça c'est au niveau de Sonfonia. Il marchait pour se rendre chez son frère. Il y avait en effet des troubles, les témoins à qui on a parlé l'ont dit, il y avait des troubles au niveau de la route, au niveau de Symphonia. Il y avait des barricades qui avaient été levées. Et les témoins visuels à qui on a parlé, y compris des personnes qui ont été blessées dans cette fusillade, ont dit que cette personne-là, en tout cas, ne portait pas d'arme et il a été tué sur le bord de la route à Sonfonia, donc le 10 octobre. Il allait chez son frère, mais comme je le disais également, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été fusillées, qui ont été blessées, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et au niveau de l'endroit où son corps a été retrouvé, on a retrouvé une balle qui n'est pas une de ces balles-là, mais qui est très similaire
la balle que vous voyez au niveau de la radio, c'est pas son corps à lui, hein, je vais préciser cela, mais c'est ce type de balle-là. Donc c'est des armes qui sont utilisées par les forces de sécurité, ce type d'armes-là. C'est possible que ce soit voilà, qu'il y ait une circulation des armes, mais ce type de munitions-là, ce sont des munitions qu'on ne trouve pas facilement et qui sont généralement associées aux forces de sécurité. Donc ce premier point, plus les témoignages qu'on a recensés, montrent qu'il y a de quoi... voilà, ça montre le rôle des forces de sécurité dans cette mort. La deuxième personne, il y a un autre jeune homme aussi qui est mort le 9 octobre, qui a été, lui, tabassé à coups de matraque par 6 policiers au niveau de Matoto. Et là, il disait, les témoins visuels ont dit, voilà, c'était des forces de police qui n'étaient pas armées de fusils, mais qui ont utilisé de moyens moins létaux pour le tuer. Il est mort d'un choc hypovolmique, c'est-à-dire qu'il a eu une hémorragie interne suite à ces coups. La troisième victime, c'était au niveau de Sonfonia Gare 1, et là, c'était lors d'une opération de nuit. Les jeunes à qui on a parlé ont dit que c'était la nuit du 13 au 14 octobre. Ils étaient regroupés au niveau de leur atelier de menuiserie qu'ils ont sur le bord de la route au niveau de Sonfonia Gare 1, quand ils ont vu un pick-up avec des gendarmes armés débouler dans leur rue. Ils étaient armés, il y avait eu des incidents de violence pendant la journée à cet endroit-là, ils ont eu peur et ils se sont enfuis. Et l'un d'entre eux a reçu une balle dans le dos et il a été déposé sur un tas d'ordures là où l'on retrouvait des habitants du quartier le lendemain matin. Il y a eu des témoins à cette chose, comme dans tous les autres cas que je vous ai mentionnés, et 2 des personnes qui ont été témoins de cet incident ont été arrêtés juste après la fusillade. Donc il y a quand même eu le temps, si vous voulez, après cette fusillade, d'arrêter quand même 2 personnes. Elles ont été relâchées le lendemain, mais pour indiquer quand même la priorité qui n'était pas de faire appel à un service médical, par exemple, pour essayer de régler d'apporter un soutien médical à la personne qui avait été touchée par balle, mais de procéder aux arrestations. Il y a eu un certain nombre d'autres cas de décès où la responsabilité est beaucoup plus difficile à trouver parce qu'il n'y a pas forcément de témoins. Mais par exemple, un quatrième de ces cas, c'est le cas d'un enfant de 6 ans qui a été atteint par une balle perdue au niveau de l'épaule droite. Évidemment, le problème des balles perdues, c'est qu'on ne sait pas qui c'est qui les tire. Mais c'est assez inquiétant parce que c'est une pratique dans le pays, notamment à Conakry, pour les forces de sécurité, de tirer en l'air. Et évidemment, tout ce qui monte redescend. Et malheureusement, parfois, les personnes qui se trouvent dessous, ce sont des civils qui n'ont rien à voir avec les violences qui se passent quelques jours plus loin. Donc, vraiment inquiétant de voir cet usage excessif et arbitraire de la force qui a fait la moitié des personnes qui ont été tuées pendant la semaine du 8 au 13 octobre. Il y a également eu de nombreux blessés par balle, qui vient conforter notre analyse sur le fait qu'il y a eu un usage excessif et arbitraire de la force. Et par exemple, à Sonfonia, à quelques rues de là où une des personnes a été tuée par les forces de sécurité, il y a un groupe de 3 amis qui sortaient de leur école parce qu'ils avaient entendu une personne crier, ils s'inquiétaient, ils sont sortis. Et au moment où ils ont vu qu'il y avait des gendarmes et des policiers qui étaient au niveau de la route à essayer de déblayer un barrage, ils ont pris peur, ils ont essayé de re-rentrer dans l'école, et il y en a 3 d'entre eux qui ont été blessés par balle, un au niveau du genou, un au niveau du bras, et l'autre au niveau du bas du dos, mais c'est vraiment plutôt la fesse quand on voit la radio. Donc celui qui est blessé au niveau du bras, vous voyez la photo qui se trouve en bas à gauche, et celui qui a été blessé au niveau vraiment plus du bas du dos, mais c'est vraiment la fesse, c'est la photo en haut à droite. Et encore une fois, on voit ces munitions qui sont des munitions de guerre,
qui sont les types de munitions qui sont utilisées par les forces de sécurité. Il ne s'agit pas des fusils de chasse qui circulent également aussi en ville et qui font des blessures beaucoup plus très différentes avec des plombs qui sont envoyés partout, qui sont des plaies généralement moins profondes. Donc ce type de blessures et ce type de balles, ce sont généralement les forces de sécurité. Il y a un autre enfant qui a été blessé entre le rond-point de Randalay et de Bambetto, un enfant de 17 ans, qui revenait de jouer au foot avec ses amis et qui a été blessé au niveau du cou. On voit la blessure en haut au milieu. Et on voit également la balle qui a été extraite en haut à gauche. C'est un type de balle qui est également utilisé généralement par les forces de sécurité. Ce sont des balles défilantes qui servent généralement à identifier, je ne sais pas si vous avez vu ça dans les films, mais on voit parfois les balles qui éclairent la nuit. Ce sont ce type de balles, des balles filantes. Et on voit qu'elle n'est pas entière. Donc une possibilité, et on n'est pas médecin légiste, mais une possibilité, ou en tout cas quelque chose qu'on observe quand la balle a ricoché contre un objet ou contre une pierre, et elle vient blesser ensuite la personne. Ce qui explique aussi que la plaie ne soit pas une plaie transfixiante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas traversé le cou, mais qu'elle soit restée logée dans le cou parce qu'elle avait déjà perdu beaucoup de sa force de vélocité. Et il y a une autre photo encore d'un cas, malheureusement on a interviewé beaucoup de personnes qui ont été blessées par balle. Vous avez encore une personne qui a été blessée au niveau du dos sur la photo à droite, et ça c'était également le 13 octobre. Donc dans ce contexte-là, c'est très inquiétant de voir qu'à la fois il y a cette difficulté à apporter de la protection aux personnes, voire de participer au pillage dans certains cas, et de voir que quand la force est utilisée, elle frappe des personnes qui ne sont pas armées, en dehors d'opérations de police judiciaire, ou en tout cas en dehors des horaires normaux, puisque la personne qui est décédée à Fontaine-les-Garins, par exemple, s'est passée à minuit, c'est pas exactement l'heure à laquelle ce type d'interprétation est censé avoir lieu.